Ouais. Ah non, ça rend trop bien. Hein. Non, mais là, c'est bien. Ça en jette, quoi. En plus, on voit mieux le rayon, c'est plus dégagé. Ouais, c'est plus grand, c'est fait plus aéré, c'est blanc, c'est moderne. Non, ouais. Vraiment, c'est un bon changement. Oui. Bon, par contre, il y en a un, ça le perturbe. Bienvenue dans cette vidéo des 5000, pas du tout, mais merci d'avoir regardé, d'être aussi nombreux à avoir regardé notre FAQ des 5000 abonnés. On est encore très choqués quand des gens nous disent « Oui, j'ai regardé votre FAQ de 1h43 ». Vous avez 1h43 ? Eh bien merci, ça nous montre encore plus que vous êtes adorables, que vous nous aimez et on vous aime très très fort aussi. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y ou pas, je ne vous en voudrais pas de ne pas regarder 1h43 de gens qui répondent à des questions. Mais à part ça, eh bien, on vous propose une autre vidéo qui est la vidéo du vendredi avec un petit focus en fin de vidéo. Ce sera sur drone versus goéland qui sort bientôt. Voilà, ce sera en plus en très bonne compagnie puisque ce sera Antoine et les auteurs Mazette, oui. Et sinon, eh bien, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Donc on va commencer avec les nouveautés. Alice's Garden. Oui, c'est forcément moi qui présente ce jeu. Alice, le jardin d'Alice, voilà, je m'appelle Alice, magnifique. Ah, j'avais pas compris. T'as vu? C'est pour ça que je le présente. Donc c'est à partir de 8 ans, c'est pour 1 à 4 joueurs et c'est 30 minutes de jeu. Qu'est-ce que le jardin d'Alice? C'est un jeu d'optimisation de tuiles en forme de Tetris que nous pouvons apercevoir ici. On a chacun notre petit plateau avec un centre en damier et des deux côtés du jardin. Et en gros, on va avoir un marché au milieu de la table et on va récupérer, non c'est pas un marché pardon, c'est un sachet, voilà un sachet, il est là, il est magnifique. On va récupérer des pièces dans un sachet. Il y a plein de sachets différents qui correspondent à plusieurs types de formes de tuiles et on va en piocher dedans, on va en choisir un, le reste on le pose au milieu et le prochain joueur aura le droit soit de se servir dans ce que vous avez jeté, soit aller se servir dans un autre sachet où il prendra lui aussi une pièce et jettera le reste au milieu. Donc au fur et à mesure de la partie, il va avoir de plus en plus de déchets au milieu de la table, donc face visible, donc plus intéressant potentiellement pour les adversaires. Donc il y a toujours ce truc de je vais peut-être pas trop me servir dans le sachet parce que du coup je vais en révéler plein pour les adversaires. Évidemment quand vous récupérez ces pièces, vous les agencez sur votre petit plateau et en fonction de comment vous les agencez, vous allez gagner plus ou moins de points. Par exemple les arbres, si vous les mettez au bord, aux extrémités de votre plateau, ça vous fait des points, alors que si ils font de l'ombre sur le damier, là où il y a la reine, elle aime pas trop l'ombrage. Par contre si vous mettez des roses juste à côté du damier, elle est contente. Si vous arrivez à mettre des cartes soldats sur le damier, là c'est super cool. Voilà, ça va être un jeu d'optimisation de pose de tuiles sous forme de Tetris. C'est vraiment l'originalité, c'est cette prise des tuiles dans les différents sachets. Voilà. Et sinon, eh bien c'est édité par Lifestyle et c'est par Equan. Peut-être que je vais me changer ma vocation en polyglotte. Ça me paraît bien. Bon, je vais laisser à Antoine aussi. Très bien. Hello coucou. Cette semaine, nous avons reçu Vivarium, un jeu de Frédéric Luania et illustré par Satoshi Matsuura. Ça fait partie des illustrateurs qui sont très appréciés en général. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'ils font plein de petits personnages avec un style un petit peu manga, un peu japonais. Je pense que son nom n'est pas pour rien. Et voilà, et on retrouve vraiment ce style. Et je dois avouer que Vivarium est magnifique, mais il n'est pas que magnifique. Alors de quoi s'agit-il? Oui, tout à fait, hop là, merci. Alice qui me donne un petit coup de main. Voilà. C'est la personne qui a également bossé sur Hidden Leaders. Et on reconnaît à nouveau cette patte bien particulière, et toujours le fait qu'il y ait énormément de personnages, tous très variés, tous très colorés. Exactement ce qu'on va pouvoir retrouver dans Vivarium également. Donc, c'est un jeu pour 2 à 4 personnes, pour des parties d'environ une petite demi-heure, à partir de 10 ans, vous allez voir, les règles sont accessibles. Alors, en gros, ça nous raconte quelque chose. Eh bien, nous avons découvert un continent souterrain, et nous avons étudié les créatures étranges qui le peuplent. Vous allez voir, elles sont très étranges. C'est un jeu qui va se jouer en 7 manches. Une manche, c'est 2 tours de table. Et à chaque manche, évidemment, le premier joueur va changer. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, on va aller récupérer des cartes sur le plateau central et on va faire des collections devant soi.
par défaut, les cartes ne vous font pas gagner de points. Il va falloir récupérer des cartes qui en elles-mêmes font gagner des points. Je vous explique. Sur les deux lignes du dessus, nous avons les fameuses créatures. Elles existent avec différentes illustrations, différentes couleurs, etc., etc. On va avoir sur la troisième ligne les objets. Les objets en eux-mêmes ne vous font pas gagner de points, mais ils vont vous donner de sérieux avantages en jeu, souvent des actions, des transformations, etc., qui vont vraiment vous arranger, donc à ne pas négliger. Et puis bien sûr, pour terminer, la quatrième ligne. Sur cette quatrième ligne, nous allons trouver les fameuses cartes qui vont vous faire gagner des points. Ici, ce sont les conditions de scoring. Donc, si vous n'allez pas en récupérer, c'est très simple, hein, vous faites 0 points en fin de partie. Là aussi, à ne pas négliger, ça ne sert à rien non plus de se blinder et de prendre des choses que vous n'allez pas compléter. Donc il va falloir trouver un juste équilibre. Ces cartes, on ne va pas les prendre n'importe comment. En fait, en début de partie, tout le monde va recevoir 2 dominos. Il va y avoir un domino qui est resté flottant, qui est disponible à la vue de tous, à la portée de tous, à côté du plateau. Et donc quand c'est mon tour, je vais choisir l'un de mes 2 dominos, je peux l'agencer, le tourner comme je le souhaite, pour le placer à côté du domino flottant, clac, ça va me donner une coordonnée, donc eh bien admettons ça fait 3, 3, et bien je vais aller chercher ici 3, 3, cette carte que je récupère. Voilà donc l'idée. Je vais utiliser un domino pour faire cette combinaison, il me reste donc un domino qui n'a pas servi, et bien ce domino qui n'a pas servi devient le nouveau domino flottant. Donc lorsque je prends des coordonnées, eh bien je laisse des opportunités à mes adversaires. Donc, vous allez évidemment choisir ce qui vous intéresse, tout en faisant attention de ne pas donner une super opportunité au prochain joueur. Voilà donc en gros comment on joue à Vivarium. Alors c'est dommage, d'habitude quand c'est Studio H, donc c'est Gigamic, on a un exemplaire de démo, bon ben là on n'a pas pu, on l'a pas reçu, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas vous montrer le matériel, mais alors ben, je vous assure que toutes ces illustrations sont vraiment magnifiques. Moi je vous invite à taper ce nom Satoshi Matsura sur internet et à aller voir ces illustrations, elles sont magnifiques. Et Frédéric Voignat eh bien, avait fait Maître Renard, un jeu familial, enfant, ambiance, vraiment très fun, avec matériel très fun. Et ici on retrouve sur un jeu un peu plus calculatoire. Voilà donc pour Vivarium. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Oh, je me suis même pas planté, je l'ai dit super vite, je suis incroyable. Ça y est, je suis tout excité, pourquoi? Parce qu'on a reçu le jeu qu'on avait joué à Cannes avec l'auteur. Trax, le jeu d'enquête de cette fin d'année et qui j'espère va remporter un prix pour son originalité parce que il le vaut largement. C'est oufissime, on y avait joué à Cannes, c'était un jeu d'enquête pour 1 à 6 joueurs. C'est à partir de 12 ans parce que c'est quand même un peu... Bon voilà, c'est de l'enquête, alors je le compare un petit peu à micro-macro parce que parfois il y a des éléments qui sont un peu dérangeants pour la plupart des personnes qui vont y jouer, donc faites attention, les enquêtes sont quand même parfois peut-être un peu dures, un peu touchantes. Il y a enquête dit crime, hein, après. Et oui, bien sûr. Donc là, c'est vrai que celui qu'on avait joué, qu'on avait testé, c'était pas vraiment du crime, c'était du kidnapping, mais c'était très bien fait. Kidnapping, je pense qu'on est... Ouais, c'est un peu chaud. Donc là, ils le mettent effectivement à partir de 12 ans, je suis d'accord. Et c'est des parties, ils mettent de 25 minutes, une demi-heure par enquête. J'ai pu vérifier combien il y avait d'enquêtes dedans. Je vous montre le dos de la boîte aussi parce qu'en fait, le matos n'est pas forcément... Alors ça peut être intéressant de le visualiser, mais en fait, ce qui est hyper cool dans Trax, c'est l'application, pour ceux qui ont déjà joué à Cosmopolite par exemple. Ça va avoir un peu ce système-là. Pour ceux qui ont joué dans la gamme de chez Yellow, il y a des jeux d'enquête auditifs aussi. Mais là, c'est vraiment un jeu de... C'est le niveau au-dessus. Hein. Ouais, là on est sur un cran au-dessus. C'est vous prenez micro-macro et vous y ajoutez cet aspect sonore en fait qui est beaucoup plus... qui est très très immersif. Donc pour un 6 joueurs, je l'ai dit à partir de 12 ans, 25 minutes. C'est un jeu de Juan Rodriguez avec qui on avait joué à Cannes quand on avait découvert le proto. C'est aussi également Christian Rubila qui est dessus. Et on a évidemment les illustrations de Pierrot. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de chez les Kiff Edition. Yes. Et dans Kiff Edition, il y a Pierrot. Et Pierrot qui fait toujours un super travail dans les illustrations. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme je vous disais, en fait, on va avoir un plan, notamment sur une carte, un peu comme dans Micro Macro. On va avoir un plan. Et on va se balader en fait dans cette ville-là, mais avec un aspect auditif. En fait, vous allez entendre une enquête. Donc vous allez récupérer des sons. Je prends l'exemple que nous on avait à Cannes. On entend un gars, ouais vas-y, reste pas là. Et puis il ferme le truc, on entend une voiture qui démarre. On ira le chercher plus tard. Et puis le gars il démarre, ça roule, on entend des cloches, on entend des gens qui rigolent, on entend des mouettes, on entend un tramway, enfin on entend plein de choses. Et en fait, pendant qu'on entend tout ça, on essaye de suivre le tracé par rapport au plan. Donc en fait, tout simplement, on regarde, on se dit ok, attends, j'ai entendu la cloche, c'est l'école, donc ça veut dire qu'il prend à gauche. Exact. Ok, juste après, il va aller à droite. Attends, mais c'est bizarre, là, on n'entend rien, là, il y a des travaux. Ah, les travaux, c'est où? C'est juste là. C'est incroyable, vous êtes en train de chercher tout ça. Petite parenthèse, nous on était à Cannes quand on y a joué. Je peux vous dire qu'à Cannes, il y a du bordel partout. On n'a rien entendu de tout ce qu'il y avait autour. On était tellement focus à écouter ce qu'il y avait qu'on se dit, mais
Attends, il y avait du bruit tout à l'heure, et même Juan nous a dit à un moment, vous avez entendu, il y a eu 3 appels qui ont été faits, on était à bon. Alors moi j'ai juste entendu un gars qui était en train d'être kidnappé. Donc quand vous arrivez à la fin, vous avez dit ok, bah, là ils l'ont déchargé. Et le but du coup là pour résoudre l'enquête, c'était de dire ok dans quel immeuble il s'est arrêté. Et donc là vous avez la possibilité d'utiliser de la vision de certaines caméras de surveillance qui sont à différents endroits. Mais évidemment c'est limité. Donc on utilise certaines caméras, on dit ok moi je veux voir cet angle de vue là. Et du coup là bah, c'est représenté par le matériel. Vous allez chercher des cartes, on dit ok on a cet angle de vue là. Donc c'est possible que la voiture soit arrêtée là parce qu'à un moment je sais pas si vous avez entendu mais il y a un garage aussi qui s'ouvre. Et donc du coup on assemble tout ça entre le visuel et l'auditif et on essaie de résoudre des enquêtes. Je vais essayer de vérifier combien il y a d'enquêtes à l'intérieur parce que je n'ai même pas pris le temps de regarder le dos de la boîte. Vous avez 15 enquêtes du coup et donc ils mettent pour plus de 6 heures de jeu. Et ah ouais, 15 enquêtes, je veux bien les croire. Hein. Voilà, c'est vraiment un concept incroyable comme jeu. Je suis hyper content qu'on l'ait reçu. C'est tellement immersif. C'était très très attendu aussi. Beaucoup de boutiques en ont parlé, beaucoup de gens aussi, autres que les boutiques, hein, des youtubeurs aussi en ont beaucoup parlé. C'est oufissime que ce soit arrivé. J'ai vraiment hâte d'y retourner parce que moi j'y ai pu jouer que à Cannes et j'ai pas eu le temps là maintenant de pouvoir y jouer. Je me prendrai une boîte je pense parce que j'aime beaucoup les jeux d'enquête. Et alors quand le jeu d'enquête arrive avec un thème, pas un thème mais une mécanique très originale comme Trax, ben ça fait très plaisir. Voilà donc Trax est arrivé et est disponible à la boutique. Et maintenant on enchaîne dans un univers complètement différent mais qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Let's Summon Demons. Là pour le coup c'est un jeu pour 2 à 5, si je dis pas de bêtises. Je retiens pas mes informations, que se passe-t-il? 2 à 5 joueurs, si je dis pas de bêtises, ou 6, je crois que c'était 6. C'est un jeu en fait dans lequel, alors ce sera peut-être pas à partir de 8 ans, je dirais qu'en termes de mécanique ça va. T'as peut-être trouvé l'information toi, parce que moi je sais pas, je suis en train de chercher en même temps. Je l'ai vu quelque part, donc mes collègues vont m'aider, je l'ai vu quelque part, je crois que c'est 2 à 6 de mémoire. Et en fait, donc je vais vous expliquer quand même le jeu. C'est un jeu dans lequel, thématiquement, en fait on va sacrifier des humains pour invoquer des démons. En fait il faut en invoquer 3. Vous avez les 2 à 5, voilà, bah merci. C'est marqué en tout petit, je vois pourquoi ils le mettent en tout petit. Ils mettent à partir de 14 ans et plus, pas mécaniquement, mais juste thématiquement, forcément. Donc on sacrifie des humains pour faire quoi? Pour invoquer des démons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une mécanique un petit peu à la mini-ville, en gros, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on lance 2 dés au début du tour, et les valeurs vont pouvoir déclencher différents effets qui sont liés aux humains qui sont au centre de la table, et aussi aux démons qu'on aura invoqués un peu plus tard dans la partie. Je vais pouvoir justement à mon tour récupérer des humains qui vont être favorables pour le sacrifice. Parfois certains humains, c'est pas tellement des avantages que vous avez sur les pouvoirs, mais plutôt des inconvénients. Et l'idée c'est qu'avec des humains, quand j'en ai 5, si je dis pas de bêtises, vous pouvez les sacrifier et du coup vous allez invoquer un démon. Et dès qu'un joueur en a récupéré 3, il gagne la partie. Donc mécaniquement c'est extrêmement simple. Il y aura un peu plus de stratégie dans les différents pouvoirs que vous souhaitez récupérer pour enclencher différents effets et pour avoir plus de possibilités en termes de cartes. Mais clairement, là ici on est sur une thématique fun, c'est un jeu apéro, d'ambiance. Très clairement, on va essayer d'invoquer les 3 démons. Voilà, tout simplement pour Let's... Oui, c'est très efficace. Let's Summon Demons, et maintenant c'est Antoine qui va vous parler de la bête. Et donc nous continuons sur la vague des jeux que depuis Cannes, on vous dit oh on a vu ça, c'est trop génial, il nous tarde que ça sorte parce que on vous le dit quasiment toutes les semaines, mais c'est pas pour rien, c'est juste qu'à Cannes nous avons vu plus de 300 jeux et forcément sur les 300 il y en a un paquet qu'on attendait. Et ben on arrive un petit peu forcément en s'approchant de Noël sur cette vague de jeux qu'on avait adoré. La bête en fait clairement partie. On y a joué juste avant de tourner. Donc c'est pour ça qu'on est super tard. Ça se voit pas mon état, mais parce qu'on l'a cherché. Et on a bien fait, on a tellement bien fait d'y jouer. Ça confirmait tout ce qu'on avait vu. À Cannes, le thème nous parlait, la mécanique avait l'air cool. Et waouh, ce jeu est vraiment trop génial, tout simplement. Oufissime. Donc, ça va être moi l'explication parce que c'était prévu comme ça, mais en vrai on va vous en parler à 3 parce qu'on a tous les 3 des choses à vous dire. Et petit spoiler, on a déjà tourné les vidéos coup de cœur qui vont bientôt arriver sur la chaîne, là, les vidéos coup de cœur de l'année. Et très franchement, la bête, ça aurait pu être dans les vidéos coup de cœur. Alors c'est dommage, niveau timing, ça ne peut pas, mais c'est coup de cœur. Voilà, on vous le dit, la bête, c'est vraiment coup de cœur. Donc, c'est un jeu qui vous raconte une histoire, c'est un jeu historique, c'est la traque de la bête du Gévaudan, vous l'aurez compris. C'est un jeu asymétrique. Il y a une personne qui va jouer la bête et les autres joueurs, alors l'autre ou les autres joueurs, parce qu'en fait c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 personnes sans souci, ce sera très bien à 2, ce sera très bien à 5 personnes, vont incarner les 4 autres personnages, et bien donc qui sont ceux qui vont traquer la bête. Donc nous avons l'évêque de Mende, à chaque fois vous avez un petit récap de ce qu'on peut faire dans un tour, et puis vous avez un petit texte qui vous rappelle qui était cette personne dans la vraie vie. On est vraiment dans de l'immersion totale. Par contre il vient de Mende, parce qu'on est en France. Bah oui, pourquoi je lui ai mis un accent Mende. L'envoyé du roi, Jean Chastel, Trop stylé lui. et
le marquis d'Apchier. Voilà, donc ils ont chacun des petites caractéristiques, on va le voir juste après. Donc ces 4 personnages-là sont forcément sur le plateau. Comment est-ce que la bête va gagner? Eh bien la bête doit faire des victimes. Ces petites gouttes de sang que l'on va placer sur le plateau à chaque fois que la bête fera des victimes, eh bien ça va le rapprocher de la victoire puisqu'il va falloir faire 25 victimes, donc 25 gouttes de sang sur le plateau avant que le temps soit écoulé, puisqu'on va jouer un certain nombre de manches, et sans se faire attraper, forcément. Donc, comment ça va fonctionner? On va jouer 3 années. Chaque année, c'est en gros une manche, c'est été, automne, hiver, printemps, puis on recommence. Si on attrape la bête dans le temps imparti, c'est bon. Si on ne l'attrape pas, eh bien elle a gagné. Alors elle a gagné si elle a réussi à faire ses 25 victimes. Oui. En début de partie, la bête va choisir son identité parmi 5 identités possibles. Nous avons donc le diable, nous avons donc le comte, nous avons donc le vagabond, la meute et le fauve. Toi tu étais la meute, Alex, oui. Puisque Alex était notre bête ce soir. Donc par exemple ici, eh bien, Alex a choisi la bête, va mettre en début de partie la carte, hop là, secrètement comme ceci. La meute. La meute, pardon. Oui, la bête c'est logique, mais la meute précisément, va commencer sur un coin du plateau, et en fait la bête, à chaque tour, va choisir un lieu, donc va mettre une carte de lieu, une carte de ville, donc ce sont des petites villes et villages, donc par exemple, avait choisi les Ubac ici, donc avait commencé ici, la carte sera forcément face cachée, les autres joueurs vont se positionner, vont se déplacer, puis on va révéler, alors notre but, nous, les humains, les chasseurs, ça va être soit d'être sur le même lieu que là où est la bête actuellement, puisque ça nous permettra d'aller regarder son jeton, hop là, puisque la bête va toujours mettre un jeton face visible ou face cachée, ou alors eh bien d'aller sur un endroit où il y a encore un jeton, puisqu'en fait les jetons vont rester un tour de plus, donc la bête laisse des traces, mais voilà, mais les traces vont finir par s'effacer. Alors pourquoi est-ce qu'elle mettrait un jeton, et la bête, eh bien elle peut le mettre soit face cachée et on ne sait pas ce que c'est, mais elle est obligée de mettre un jeton, soit elle peut le mettre face visible et ça va lui donner un pouvoir. Donc on va pas rentrer dans les détails des pouvoirs, mais il y a des pouvoirs vraiment très intéressants pour faire des déplacements, pour faire plus de victimes, etc. etc. Mais c'est risqué de mettre son jeton face visible. Pourquoi? Eh bien parce que chacun des chasseurs va pouvoir attraper la bête si elle est sur la case où il y a le jeton et que elle peut attraper ce jeton. Par exemple, le marquis d'Apchier, il peut attraper le fauve et le vagabond. Tout le monde peut attraper le vagabond. Par contre, les autres symboles, on va donc se les répartir. Donc forcément, c'est risqué parce que si la bête décide de mettre le fauve face visible pour profiter de l'effet du fauve, et si le marquis d'Apchier va sur cette case-là, il va tenter d'aller sur cette case-là pour le récupérer. Hop, il va capturer le jeton. Attention, 4 jetons capturés sur les 5. Et les chasseurs gagnent. Ou alors, si, dans le cas présent, on avait capturé le jeton correspondant à l'identité de la bête, eh bien, la bête a perdu. Donc la bête a plein de moyens de perdre, un seul de gagner. C'est pas facile la bête, n'est-ce pas Alex? Non, Mais c'est très dur. Tendu, hein. C'était très tendu, jusqu'au bout, on se demandait qui allait gagner. Et pourtant, tu as fait de très jolis coups, nous on a fait de très jolis coups également. Ouais. Super satisfaisant quand on arrive à le choper là. Oui, on a gagné vraiment de justesse. Ouais. Peut-être préciser un petit peu aussi qu'il y a des cartes événements qui sont très sympas. Effectivement, la bête va donc choisir un lieu et un jeton à chaque fois, mais nous, en face, on va tirer une carte d'événement. Alors, les événements d'été et de printemps sont plutôt à l'avantage des humains, en termes d'effet, puisqu'en fait, on va tirer une carte, elle va avoir un petit effet en jeu, un petit bonus. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre un petit meeple correspondant à la saison. Donc, l'été et le printemps, nous aurons les dragons du roi qui vont pouvoir aller dans les lieux, et bien, ils vont empêcher, dans ce lieu, jusqu'à la fin de la partie, que la bête fasse des victimes, tout simplement. C'est quand même assez puissant. Tandis que les petits paysans donc de l'automne et de l'hiver, où il y a des cartes qui vont plutôt avantager la bête, vont simplement réduire le nombre de victimes que la bête peut faire. Et en gros, la bête, quand elle se déplace, eh bien, moins elle se déplace, plus elle pourra faire de victimes, parce qu'elle a gardé son énergie. Plus elle se déplace, moins elle fera de victimes, et on va réduire forcément le nombre, par le nombre de petits paysans qu'il y a dans le lieu où elle arrive. C'est hyper bien édité, disons-le, franchement, de toute façon vous le voyez, donc ce plateau, alors qu'il doit briller sur la vidéo, j'espère qu'il brille pas trop, parce qu'il a un effet un peu, brillant, vinyle, glacé, je sais pas trop comment vernis. dire. Tout le matériel est comme ça, les plateaux vous avez vu ils brillent aussi, parce qu'ils ont cette petite couche un petit peu vernie, c'est très plaisant, tout est récapitulé, toutes les actions de tout le monde, vous allez pouvoir trouver l'information à tout moment. Pour les ordres de tour de jeu, on a juste à suivre cette petite carte, tout le monde possède cette petite carte, donc c'est extrêmement clair, on va se faire guider les premiers tours et ensuite ça devient assez naturel. Les règles ne sont pas incroyablement complexes, c'est vraiment un plus pour pouvoir jouer en famille. Vraiment ce genre de jeu, c'est un jeu où je le conseillerais à des personnes qui veulent jouer en famille, qui ne sont pas non plus nécessairement joueuses, pas besoin d'être experts. S'ils aiment bien l'histoire en plus, super bien documenté. Oui. Très très bien documenté.
les petites gouttes de sang, c'est quand même vraiment un plus. Tout est documenté à l'intérieur, les jetons, mais regardez-moi l'épaisseur de ces jetons. Voilà, on se moque pas de vous, vraiment le matériel est super quali. Qu'est-ce que c'est beau sur la table. Ouais. Donc voilà, vraiment, ça aurait gros pu coup de être un cœur. coup de cœur. Et C'est la bête, C'est un coup de cœur. Alors quand je dis dans les vidéos coup de cœur, Oui. ça aurait pu être dans les vidéos coup de cœur, c'est un coup de cœur, vraiment. C'est Tous les arrivé, trois sont vraiment conquis. Quelques jours trop tard. On a juste envie d'y rejouer. Moi j'ai envie d'être la bête. Enfin non, moi j'aime pas être la bête. Parce que c'est moi, trop je- stressant. J'ai trouvé ça Mais super. bien. être Franchement, la enquêteur bête, c'est génial, être chasseur c'est génial, il y a vraiment des moments, alors on se sentait complètement bête et on sentait que la bête nous menait par le bout du nez. Ah, il y nous a des trollait. moments où on s'est dit alors là, il va nous faire croire qu'il va faire ça, mais en fait, moi je sais bien qu'il va faire ça, et puis en fait il a vraiment fait ça, donc on l'a eu et on se sent trop malin. Et Alex, il Qu'est-ce que faisait, c'est mais bon en vraiment, termes de il sensation se de jeu. tapait des fous rires, Alex, parce qu'il était stressé, parce que Antoine, t'étais en train de faire tout le raisonnement de ah, il va faire ça, mais non, en fait, il va faire ça. J'étais en mode profiler. De fou, tu faisais un calcul de proba et Alex dans sa tête il est genre putain ça y est, il sait ce que je vais faire. Ah non c'est bon, il a changé d'avis, en fait il sait pas ce que je vais faire. Et je tiens à dire du coup, j'ai perdu parce qu'ils ont chopé les 4 jetons sur les 5. Ouais. Exactement, Donc, ouais. Et il me restait que 3 gouttes. Hein. Ouais. C'était tendu. C'était le dernier tour et il te restait 3 gouttes et on t'a eu au poil de fesses de bête. Donc eh bien, bravo à Multiverse, c'est un jeu qui est développé en France, qui est fabriqué dans l'Union Européenne. Cet auteur Charlec, on n'a pas trouvé d'informations spécialement sur cette personne, mais à surveiller parce que là on est vraiment sur un super jeu. Ça nous faisait penser à Scotland Yard, ça nous faisait penser à La Fureur de Dracula. Oui. On est vraiment dans ce genre de jeu, dans ce genre de sensations. Un peu Not Alone aussi, un petit peu plus Not Alone, développé. bien sûr. Et je le croyais beaucoup plus cher. Je viens de voir le prix, ça m'a pas choqué. Non, ça Non, t'as vu hein, pour le matos, incroyable. c'est une tuerie. correct. Hein. Bon. C'est une tuerie. Voilà donc pour la bête. Venez à la boutique, venez voir Ouais. le matériel, c'est C'est vraiment trop top. trop beau. Bon, Et on va décaler me pousse. pour un jeu néanmoins fort sympathique, celui-ci je l'attendais, hop là il y a ma tête dessus aussi. Ah oui. Alors évidemment, vous commencez à me connaître dans les vidéos quand il y a une thématique science-fiction sur un jeu un petit peu expert. Bon, c'est vrai que j'ai une faiblesse. Mais alors là, Galileo Project, déjà, c'est Sorry We Are French. On a vraiment été déçus par Sorry We Are French quand même. Oui. En plus de ça, on est dans l'univers de Demeter. Alors on est dans l'univers de Demeter. On va retrouver un petit peu la charte graphique, notamment sur les planètes et les robots un peu low poly, donc les polygones de 3D, mais un petit peu lissés, comme dans les vieux jeux par exemple. Mais il y a de très belles illustrations avec de très beaux personnages, et on est sur un travail éditorial qui est très très proche de celui qui avait été fait sur Iki l'an dernier, qui oui. était magnifique. C'est vrai. Et on est vraiment sur en termes de matériel très très proche. Évidemment, ça ne va pas être le même univers, ça ne va pas être les mêmes codes couleurs, etc. Donc, Galileo Project, je tiens à le dire, donc c'est illustré par David Stibon, et c'est un jeu de Adrien Essling qui est derrière Oriflamme. Voilà, rien que ça. Pas mal. C'est une thématique science-fiction. On va avoir chacun un plateau individuel comme ceci avec les 4 lunes de Jupiter. De Jupiter. Merci Tout à fait. beaucoup. Voilà, là tu m'as sauvé la vie. C'est marqué Jupiter, très bien. On va envoyer des robots pour les rendre habitables, pour les terraformer. On va avoir un plateau central comme ceci. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, j'ai le choix entre 3 actions de base. Je vais pouvoir en faire une. Ça va être soit d'acheter un humain, enfin de recruter un humain. Alors pour recruter un humain, j'ai mon petit jeton. Donc admettons, je suis le joueur jaune ici. Je suis monté sur cette piste qui s'appelle la piste d'influence. La piste d'influence, c'est une piste double. Il y a un côté rouge, un côté bleu. Voilà, je sais pas si c'est Mars ou la Terre. Enfin, j'en sais rien. Moi, thématiquement, ça m'évoque ça, mais Ouais. je ne sais pas. On va dire rouge et bleu. Hein, on va pas trop se mouiller. Je vais dépenser donc les ressources pour prendre la carte que je souhaite. Elles ont un coût, hein, c'est une rivière, donc du moins cher à plus cher. C'est pas vraiment du moins cher à plus cher, c'est simplement que cela va vous donner des bonus bruts. Et plus ils vont aller loin, moins ils vont faire gagner le bonus d'influence. Parce que vous avez dépensé l'influence, vous allez pouvoir en regagner un petit peu. Voilà l'idée, il y a un calcul comme ça à faire. Quand vous allez prendre la carte, il y a l'effet du haut qui est un effet immédiat. Vous allez en bénéficier si vous avez dépensé la couleur correspondante. Et il y a l'effet du bas qui est un effet de scoring de fin de partie. Et vous allez en bénéficier si vous avez payé bien sûr la couleur correspondante. Donc déjà, vous allez avoir des dilemmes constants entre quelles ressources vous allez dépenser, sur quelle piste vous allez vous positionner, sachant que vous allez pouvoir vous déplacer d'une piste à l'autre, mais ça aura évidemment un coût. Ce qu'on va pouvoir faire également, ça va être de recruter des robots donc qui ont un coût basiquement en influence, que vous allez placer à côté de votre plateau sur les lunes de votre choix. Alors de votre choix, pas tout à fait, parce que chaque robot vient avec des petits blasons qui vous indiquent sur quelle lune vous pouvez potentiellement les mettre. Ces robots, quand vous allez les poser, déjà ils ont un effet de pose immédiat. Je ne rentre pas dans les détails parce que forcément il y en a plein des effets de pose divers et variés, et bien sûr tout ça, ça va se réfléchir. Quand vous allez le poser également, il va vous faire monter sur la piste correspondante de la planète grâce à sa force, chaque robot ayant une force plus ou moins variable, donc on pourra les améliorer en plus les robots, vous allez voir.
Je vais donc monter sur la piste de cette planète, enfin de cette lune plus précisément. Ça va me faire gagner des bonus quand je vais passer certains paliers, et ça va me donner des bonus immédiats, mais aussi ça va compter pour le scoring de fin de partie. Pourquoi? Parce qu'il y a une lune qui vous donne des points bruts. Il y a une autre lune qui vous donne des multiplicateurs de points. Il y a une autre lune qui va réduire les coûts de manière générale, et la dernière lune, eh ben, j'ai un gros trou, je ne me rappelle plus ce qu'elle fait. J'ai un trou aussi, la dernière lune. Non, là j'ai pas. Eh ben tant pis, voilà, on est mauvais. Ouais, on est mauvais. bon, C'est pas grave, on ne fait pas de l'explication Joker. des règles. Le but, Joker. Le but c'est vraiment de vous donner envie, enfin j'espère, en tout cas c'est vous en parler. Dernière chose que vous pouvez faire à votre tour, donc les fameuses 3 actions, ça va être d'aller développer des technologies ici. Alors ça va avoir un coût également, et ça vous donne des avantages en jeu, donc notamment pourquoi pas améliorer des robots, améliorer la flexibilité de vos robots, etc., etc. À la fin de votre tour, une fois que vous avez fait votre action, si vous êtes éligible à l'une des médailles, donc en fait c'est des conditions, vous avez validé la médaille, ça fera des points, et en gros la partie s'arrête. Soit quand un joueur a 10 robots autour de son plateau, sur ces lunes, donc on va pouvoir faire des piles de robots, hein, bien sûr, pour augmenter la valeur et donc augmenter sur les fameuses pistes, ou alors si on a vidé, ici, la petite pioche des humains. Voilà donc pour Galileo Project, des règles qui sont finalement assez simples, hein. À mon tour, j'ai une action parmi 3, oui. Évidemment il va s'en découler plein de choses, et là on sent totalement la richesse du jeu, et pourtant voilà, un jeu tout petit format pour un jeu expert, franchement, peu de règles, mais très complet. Assistante mémoire de Alex. Eh ben c'est Puerto Rico. Alors, ouais. C'est Puerto Rico 1897. Oh, Qu'est-ce donc? qu'est-ce que c'est que donc? Et tout simplement la réédition de Puerto Rico, mais il n'y a plus vraiment ce principe d'esclavage, ça a été un peu pas effacé, mais c'est plus du tout la même époque en fait sur Puerto Rico. Voilà, c'est pour ça. La mécanique de Puerto Rico, de mémoire, c'était que quelqu'un faisait une action et que les autres joueurs en profitaient également. On retrouvait ça aussi dans un autre jeu. Plein de jeux. Mais là j'ai plus le nom, ça Ouais, mais embête. plein de jeux, C'est Galiléo qui m'a fait trop réfléchir, du coup Oh là là. j'ai plus les informations en tête. Mais voilà, sachez qu'avant on cherchait Puerto Rico, on disait mais je le veux ce jeu, il est où? Et ben il n'était pas là. Maintenant Yellow, grâce à Aléa, le repropose à la boutique. Donc maintenant c'est Puerto Rico 1897. Donc en fait c'est décalé dans l'histoire pour enlever l'esclavage, mais de manière cohérente, pas juste en politique washing. Oui, tout à fait. C'est cohérent parce que dans ces années-là, il n'y avait plus l'esclavagisme. Bien sûr. Voilà, mais c'est le même. Actu JDR. Vous vous rappelez que récemment, je vous avais parlé des petits dépatounes de chats comme ça. Eh bien, dites-vous que ces petits dépatounes de chats, ils viennent désormais avec un univers, puisque enfin, oui, Cats, la mascarade de Vincent Mathieu, est arrivé à la boutique. Alors, Cats, c'est un jeu de rôle dans lequel on joue des chats. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse idée? Oui. On joue des chats, on ne joue pas des chats communs. En fait, si, mais les chats ne sont pas communs. C'est ça le truc. Puisqu'en fait, vous l'aviez probablement deviné, au fond de vous, vous le savez, les chats dominent le monde depuis toujours. Oui. Et nous, les humains, nous sommes de bonnes poires qui sommes là pour leur faire des gratouilles et leur donner à manger, pendant qu'eux, ils sont occupés à faire la sieste et à sauver le monde. Oui, bien sûr. Et là, c'est ce qu'on va faire. Nous jouons des chats et nous allons sauver le monde. Alors, les chats ont des pouvoirs magiques, mais ça également, vous l'aviez déjà remarqué. Vous l'avez oublié enfermé dans la salle de bain. Vite, vous rentrez du travail en stress, vous arrivez, il dort dans le salon, dans le canapé, sans aucun problème. La porte est toujours fermée, il est passé au travers. C'est la magie des chats, mes amis. Voilà, il a un 6e sens. Il sait à l'avance quand vous allez lui donner à manger. Il sait à l'avance quand les voisins vont passer l'aspirateur. Donc voilà, nous allons jouer des chats dans ce jeu. Je vous montre le bouquin à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des illustrations tout du long. Il y a des petits tableaux très bien faits. On est sur du JDR assez moderne, hein, c'est-à-dire que les règles sont complètes, mais on n'est pas sur des règles qui sont trop lourdes, ça reste quand même narratif. Ça n'oublie pas de vouloir vous raconter des histoires, et bah des histoires on va en avoir à raconter, puisque bah, imaginez toutes les aventures que peuvent vivre des chats dans un monde où ils ont des pouvoirs magiques, et évidemment bah, ce monde il recèle tout un tas de secrets. Oui, ça va pas être aussi facile que ça, là je vous ai donné un petit peu la partie émergée de l'iceberg, mais il va y avoir plein de choses à découvrir, et puis surtout vous allez avoir le fun de créer votre chat préféré avec la batterie de pouvoir que vous aurez choisi. C'est un bouquin très complet, puisque il y a toutes les règles nécessaires, il y a des conseils pour MJ débutants, ça c'est vraiment bien. Donc c'est un JDR que vous pouvez envisager quand vous voulez vous lancer en tant que MJ. Vous avez déjà fait un petit peu joueur sur tel ou tel JDR, vous voulez vous lancer en tant que MJ, ça peut être une bonne option. Et il y a des aventures à l'intérieur. C'est bien, on n'a pas juste des règles et on doit se débrouiller, il y a des aventures à l'intérieur. Et surtout,
il y a à nouveau des dés patounes. Alors là, techniquement, c'est pas des dés patounes, ce sont des dés avec des petits chats. Ce sont des dés à 10 faces, puisqu'en fait, c'est un jeu qui se joue avec des dés à 10 faces. Il en faut 5, et ça tombe bien, à l'intérieur de ce petit set de dés, il y a 5 dés à 10 faces. Hop là, juste à côté, nous allons avoir l'étoile du démon de Aldo Papacoda. Aldo Papacoda donc nous propose l'étoile du démon. Alors je vais vous montrer l'intérieur du bouquin, vous allez voir que pour le coup c'est un petit peu l'inverse de Cats, c'est assez austère, on n'est pas sur le travail éditorial de Cats, mais en fait c'est pas grave, puisque déjà on n'est pas sur les mêmes gammes de prix, on est sur un petit volume qui est très accessible. Et alors là pour le coup, si vous voulez vous lancer dans le JDR, ça va être aussi une super option, ça peut... même si vous ne connaissez pas du tout le JDR, ça peut être une option de se lancer finalement, puisqu'on est vraiment guidé tout du long. C'est un système de règles qui est assez simple, qui s'appelle le 2D+. Je jette 2D6 et je vais rajouter quelque chose. Donc voilà, 2D6+. Et l'univers fait vraiment appel à l'imaginaire, puisque nous sommes nous sommes du moins l'équipage d'un vaisseau spatial qui va se faire manger par une nébuleuse démoniaque, et à l'intérieur, c'est un petit peu comme l'espèce de cachalot géant dans Pinocchio. Il y a tout un écosystème, il y a d'autres êtres vivants qui sont là depuis des années, et on va essayer de s'en échapper. Donc voilà, vraiment c'est un clé en main, c'est-à-dire que là vous avez les règles, vous avez l'aventure complète, et ça coûte 10 €. Donc franchement, l'austérité du bouquin, on s'en fiche un petit peu, puisque tout va se passer dans votre tête. Hop là, voilà donc pour l'étoile du démon, un univers qui me parlait bien. Nous avons reçu également Box of Adventures 2 Coast of Dread, je traduis en français, la côte de Juge Dredd. Et donc, oui, je fais des blagues. On avait depuis longtemps le volume 1 à la boutique, on me le demandait pas mal le volume 2, donc il est enfin là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que les Box of Adventure? C'est marqué, RPG Maps and Token, ce sont des maps, des cartes quadrillées, pour jeux de rôle, plus précisément pour la 5ème édition, de quoi? De Donjons et Dragons évidemment, et des petits tokens, des petits jetons de personnages, un peu génériques avec chaque fois un univers. Donc dans le premier bouquin c'était des vallées et des forêts, donc on trouvait beaucoup de gobelins, de voleurs de grands chemins, de géants, d'araignées géantes, ce genre de choses. Et ici évidemment il va y avoir des pirates, il va y avoir des crabes géants, oui parce que les animaux géants c'est un poncif du JDR Heroic Fantasy, et c'est pas grave, on aime ça, ça marche bien. Et des marides et autres créatures, et des profondeurs. On va trouver, alors pas que de la flotte, évidemment, il y a quand même évidemment toujours des zones terrestres, mais il va y avoir des pontons, il va y avoir des plages, il va y avoir des vieilles épaves. Si vous voulez faire voyager vos personnages, à un moment ou à un autre, ils vont prendre le bateau, ils vont traverser une rivière, ils vont traverser l'océan pour aller atteindre d'autres continents. C'est franchement essentiel, j'ai envie de dire, une fois que vous avez la boîte numéro 1, c'est bien que vous ayez sorti les boîtes dans cet ordre-là. Ça ne coûte pas très cher, je crois qu'on est aux alentours des 35 €. Alors je le précise, pourquoi? Parce qu'on a quand même 24 maps. C'est du recto verso si je dis pas de bêtises, c'est de l'effaçable à sec, donc vous allez pouvoir rajouter des éléments. Ça va très bien avec, hop là, cette gamme là, c'est la même marque, c'est pas pour rien. D'éléments qui tiennent par électricité statique, donc on va pouvoir les personnaliser très facilement. On a plus de 300 jetons. D'accord, donc c'est des petits jetons, c'est pas des belles figurines et tout, on peut pas tout avoir, mais vous avez plus de 300 jetons. Vous prenez les deux boîtes pour 70 €, vous avez plus de 600 jetons. Que faut-il demander de plus? Et 35 €, pourquoi? Parce que voilà, c'est pas de l'officiel, c'est pas de Wizard of the Coast. Même si Wizard of the Coast ils font un super boulot, de temps en temps avoir du non officiel qui va très bien marcher avec votre boîte d'initiation ou toute votre gamme Donjons et Dragons que vous avez déjà à la maison, ça fait plaisir. Je crois qu'on a fait le tour pour Donjons et Dragons. Ces petites figurines qu'on vous avait présentées il y a quelques semaines, on les vend à tour de bras. Je suis très heureux. Je pense qu'on va devoir faire bientôt un réassort. N'hésitez pas à passer les voir, elles sont vraiment cool. On continue par ici. Alors avant de vous présenter le jeu, je peux pas faire semblant que rien n'a changé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'on a fait ce mercredi soir, donc hier soir. On a fini super tard. Alors ça valait le coup, n'est-ce pas Alex? Oui. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et de l'autre côté, avec le rayon à 2 joueurs, on a fait une sorte d'inversion, mais on a mis des nouveaux meubles, etc. Et waouh, ça met tellement en valeur. J'aimais déjà ce rayon, mais alors là, il est magnifique. Et donc, pourquoi est-ce que je vous mène par ici? Eh bien parce que, alors celui-là aussi, on l'attend je crois depuis juillet, allez disons juillet. C'est le jeu de figurines des maîtres de l'univers, Masters of the Universe Battleground. Évidemment, David a déjà mis sa tête dessus parce que David, il est comme un fou. Ça fait 3 mois qu'il me harcèle pour savoir est-ce que je vais réussir à nous faire livrer les boîtes. Ça a mis un petit peu de temps, ça a été un petit peu compliqué, mais alors, Légion, qui s'occupe de distribuer tout ça, a quand même fait un super travail. Ils nous ont vraiment tenus informés. On a réussi à avoir plein de petites choses, notamment ces petites boîtes de personnages supplémentaires. Donc, qu'est-ce que Masters of the Universe Battleground? Eh bien, donc c'est une grosse boîte comme ceci, qui est le kit de départ, qui est quand même assez indispensable. Et à vous de voir si vous voulez rajouter des choses. Parce que c'est vrai qu'en soi, il y a de quoi jouer. Il n'y a pas énormément de figurines. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'escouade, c'est un jeu d'escarmouche. On est très proche
des règles de Kill Team, donc de chez Warhammer. Voilà, si ça peut parler à certains, si ça ne vous parle pas, on est donc sur un jeu de combat mais de prise d'objectif, parce que c'est intéressant de ne pas juste se taper dessus bêtement et méchamment, ça va 2 minutes. Quand il y a de la prise d'objectif, c'est beaucoup plus intéressant. Nos personnages vont avoir leur équipement, donc évidemment leur équipement thématique, Musclor en version française, ou He-Man va avoir son épée de pouvoir, Skeletor il va avoir son sceptre avec sa tête de bouc. Voilà, on retrouve les éléments essentiels de cet univers. Ça fait tellement années 80, ça fait tellement nostalgique, et ça marche tellement la nostalgie avec ce genre de jeu. Et donc on va pouvoir aussi trouver d'autres équipements, bref voilà, je ne rentre pas dans les détails. On est quand même sur du jeu de figurines, vous l'avez compris, assez accessible, très rétro, non pas dans ses règles, mais surtout dans son univers. Pour info, j'ai vu la boîte ouverte et les figurines sont sur des grappes. Enfin, elles sont sur des grappes, oui. Voilà. Moi je me réfère à Trône de Fer à chaque fois, les figurines elles sont pas sur des grappes. Tu fais bien de le dire, tout à fait. Donc à l'ancienne, il va falloir monter ces figurines, peindre si vous les souhaitez. Il y a des éléments de décor, il y a du plateau, c'est pas juste des figurines, il y a un plateau, il y a des jetons, il y a des cartes. C'est un véritable jeu à part entière, c'est pas juste on vend des figurines. En contrepartie, il y a ce petit côté old school où il faut monter et peindre ces figurines. Et c'est plaisant de faire un petit peu de maquettisme. Alors autant c'est vrai que pour le Trône de Fer, c'est très plaisant d'ouvrir sa boîte et c'est parti, que se faire ces petites peintures. C'est pas David qui nous dira le contraire, puisque là, je sais qu'il est déjà en train de sélectionner ses peintures pour faire son armée. Je crois qu'il va commencer par les gentils, mettre des bonnes couleurs bien kitsch, bien années 80, trop génial. On a fini le côté JDR et compagnie, et on repasse de l'autre côté. Tada! Oui, vous l'avez vu dans l'intro. Contemplez-le encore plus, des meubles blancs, aérés, clairs, et dedans, Elton Palace. J'étais parti trop loin. Elton Palace, nouveauté du jeu à 2 à partir de 10 ans pour 45 minutes de jeu, édité chez Yellow. C'est par Jean-Baptiste Pigneur et illustré par Lorenzo Colangeli, je sais pas. Colangeli. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai très peu d'infos là-dessus. Alors, j'ai eu les infos à Vichy, on n'a pas de boîte de démo, et j'ai fait le tour de toutes les vidéos sur Internet. Et il n'y a vraiment pas grand chose. Donc je vais vous dire ce que j'ai pu retenir de Vichy et ce que j'ai grappillé sur les vidéos en ligne. En gros, c'était surtout ça qui m'avait plu à Vichy, c'est le pitch et l'univers, c'est que vous allez incarner 2 gérants de 2 hôtels aux enfers et bien vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible votre hôtel parce qu'il va forcément tomber en ruine. Et en gros, il faut tenir jusqu'à ce que l'hôtel de l'adversaire tombe en ruine. En gros, c'est le premier qui perd. C'est l'autre qui gagne. Okay. Voilà. Donc vous allez accueillir des clients infernaux. Vous allez avoir vraiment de tout, des minotaures, des créatures fantastiques, affreuses, des vampires, des gorgones. Et chacun va avoir ses critères. Donc là vous avez en gros le marché aux clients. Vous en récupérez un. Vous avez toujours cette mécanique dans la prise dans le marché, c'est que vous prenez une carte qui vous arrange vous, mais surtout pour emmerder celui d'en face. Bien sûr. Voilà. Et vous allez le placer dans vos étages. Les clients vont avoir des conditions, ils vont avoir des demandes très précises et toujours très casse-bonbon de quel étage il veut être, à côté de quelle porte, de quel voisin il n'a pas envie d'être, etc. Et vous avez le choix. Soit vous les placez en réalisant leurs demandes, donc ce soit les étages, mais aussi les demandes particulières que les grooms que vous allez embaucher vont pouvoir peut-être vous aider à réaliser. Soit vous décidez de leur dire allez vous faire voir bien loin et ne pas réaliser leurs demandes. Le seul avantage de réaliser leurs demandes, c'est qu'ils vont vous payer et cette money va vous permettre de payer les grooms quand même, parce qu'il faut les payer. Mais par contre, ils vont quand même vous détruire l'hôtel. Parce que si vous leur faites pas plaisir, ils vous détruisent l'hôtel. Et si vous leur faites plaisir, ils sont un peu trop contents et ils vous détruisent l'hôtel. Donc quoi qu'il en soit, ça finira mal pour vous. Mais au moins d'un des deux côtés, vous pouvez avoir des sous. Mais en fait, ça c'est là tout le sel du jeu, c'est que vous allez décider si vous avez envie de les satisfaire ou non. En tous les cas, vous êtes perdant. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange à peu près le plus. Vous voyez, c'est les points de vie, c'est ici. Les bonhommes, quand ils se barrent, ils vous pètent des petits pylônes. Et donc, il faut perdre le plus tard possible. C'est ça. Okay. Le premier qui a plus de pylônes, il perd et l'autre il gagne. Voilà. Donc le thème est vraiment hyper drôle et c'est vraiment, vous êtes entre l'enclume et le marteau, quoi. Ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, l'auberge sanglante. Donc c'est dans la thématique un peu. Ouais, dans la thématique et. Se débarrasser un peu de trucs un peu relous au bon moment.
et au Griffonfon, mais qui n'est pas encore sorti. Ouais, tout à fait, ouais. Le prochain microgame solo où pareil, vous accueillez des clients dans une auberge, je sais pas, aux enfers, et vous devez les agencer par étage en fonction de leurs critères. C'est du solo alors que là c'est du duel, voilà, chacun son public. Et les deux ont des thèmes très différents et puis de toute façon l'autre n'est pas encore sorti. Hein, voilà, allez je laisse la suite. Pourquoi tu fais ça avec le bananagramme? Je sais pas, peut-être parce qu'il est tard. Turing Machine, un jeu particulièrement attendu cette année qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un jeu de Scorpion masqué par Fabien Gridel et Johan Levé. Alors si je dis pas de bêtises, Fabien Gridel, Rest in Peace, et Johan Levé, Myrmes. Voilà, pour vous donner un petit peu les autres travaux, les autres créations de ces auteurs. On est sur un jeu purement mécanique, purement mathématique. Ils ont marqué Turing sur la boîte, donc forcément moi tout de suite je me suis dit waouh, parce que quand même Turing c'était un sacré personnage. Vous irez voir les films, vous irez voir le Wikipédia, bref, on n'est pas là pour ça. Le film c'est Imitation Game. Imitation Game, tout à fait. Ouais. Trop bien. Ah là là, ouais c'est clair. C'est un jeu où vous allez devoir trouver une combinaison de 3 chiffres, tout simplement. Voilà. Et ben, allez. On peut passer donc à la suite. Vous allez à chaque manche créer une combinaison un petit peu au pif, hein, parce qu'en fait on va fonctionner de manière très très empirique, comme tout bon scientifique. On part de postulats un peu au pif, et puis finalement en apprenant de nos erreurs, on va en déduire des choses, et on va peut-être pouvoir trouver la bonne solution. Le but c'est de la trouver avant les autres joueurs, mais on joue tous un peu simultanément, ce qui signifie qu'en fait à chaque fin de manche, on va faire notre petit point comme ceci, 1, 2, 3, si vous faites ceci, c'est que vous pensez que vous n'avez pas donné la solution, si vous faites comme ceci, c'est que vous pensez que vous avez trouvé la bonne solution, attention, il ne faut pas vous tromper, on va vérifier si c'est la bonne solution, et bon voilà. On peut être plusieurs à gagner finalement si on estime on est plusieurs à avoir la bonne solution, ce qui peut être un sacré hasard puisque on va a priori pas faire les mêmes essais, on va pas partir des mêmes valeurs puisque je vous l'ai dit on part un petit peu au pif, on va pas essayer les choses forcément dans le même ordre, et il y aura peut-être par chance ou parce que vous avez été très malin une solution, une suite comme ça de déduction qui sera plus efficace que les autres. Mais il faudra quand même être malin parce que même si vous avez des très bons outils et que vous n'arrivez pas à agencer dans votre tête les informations entre elles, ça va pas vous arranger. En gros, comment ça fonctionne? Admettons, je veux chercher donc quelle est la solution de ce premier problème. Je prends au hasard 154 et je vais aller le confronter à des machines qu'on a créées en début de partie. Et bien sûr, elles vont pas être totalement mises au hasard. On a dans la boîte de base 20 scénarios qui vous disent, voilà, en gros la solution ce sera ça, mais elles vous le disent pas dès le début évidemment, mais la mise en place surtout ce sera ça. Mais sur le site internet de Scorpion masqué, il y a plus de 7 millions de scénarios possibles. Maman. Voilà, donc bon, en termes de rejouabilité, pas mal. Voilà, je vais pas insister là-dessus, je pense que tout est dit. Alex, qui est notre technicien de service, tout à fait, va nous faire une petite démo. C'est moi qui m'occupe des ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à deux quand même? On va l'expliquer. Ça on peut l'expliquer parce qu'en vrai on s'est mis à deux dessus parce que... Vous êtes nuls. Alors, c'est assez résumé. En vrai, on s'est cassé la tête dessus. Mais vraiment, on s'est vraiment cassé la tête parce que c'est compliqué en fait de comprendre ce que la machine vous dit. Et j'espère que quand je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre. Je vais vous donner dans un exemple. Est-ce que tu peux me donner les cartes que tu avais tout à l'heure, Antoine? Oui. Ça, en fait, je vous le dis direct, c'est la bonne réponse, pour que vous compreniez. Wow. Ce qui fait que du coup, cet ensemble-là, c'est la bonne réponse. Autour du plateau, donc Antoine vous l'a dit, en fait, il y a des ordinateurs auxquels vous avez le droit de poser des questions à chaque tour. Et en fait, l'ordinateur, il prend toujours certains critères, et il va vous dire si en gros vous êtes dans la bonne voie ou dans la mauvaise. Un peu comme dans Mastermind, il faut vraiment le voir comme ça. Je prends cet exemple ici. Donc je vais le tester avec autre chose. Je vous ai dit la réponse finale c'est 2, 4 et 1. Là par exemple moi j'ai pris mes 3 cartes. Allez je tente le 154. On verra bien si c'est ça. Et je vais questionner l'ordinateur A qui lui en fait se base sur la couleur jaune et sur sa valeur par rapport à 4. Donc là du coup je prends cette petite feuille qui ne veut absolument rien dire. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et en fait vous allez la positionner ici. Derrière. Pour voir un peu ce... Voilà exactement. Vous la mettez derrière, vous la glissez derrière. Et en fonction, s'il y a une coche verte, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Si c'est une coche rouge, c'est que c'est pas du tout ça. Et donc là, par exemple, je suis sur l'ordinateur A qui vérifie la valeur jaune comparée à 4. Là, il me dit en fait que la valeur jaune qui est 5, ici, ça peut pas être 5. C'est pas 5. Donc arrête avec ton 5, ce n'est pas 5. Et donc là, vous voyez en dessous, on vous donne des indications. Soit la valeur elle est inférieure à 4, soit du coup elle est égale, soit du coup elle est supérieure. Là, je sais déjà que la valeur jaune, elle n'est pas supérieure. C'est impossible. Puisqu'il me dit, bah non, c'est pas 5. Ah ok, c'est pas 5. Ok, donc là la machine vous teste. Vous dites, ok, je vais enlever le 5, et plus tard dans un autre tour, par exemple, je vais prendre le 4. Je me dis, ah ok, c'est pas 5. Et je vais prendre 4 alors. Et là, vous glissez votre 4, et la magie, que se passe-t-il? Eh bien, c'est bien la bonne réponse. Donc là, je sais que du coup, comme c'est vert, je sais que la valeur jaune, c'est 4. Donc plus tard, dans les parties, je pourrais questionner d'autres ordinateurs. Mettons, si je prends celui-ci,
J'espère que ça va marcher. La valeur bleue comparée à la valeur jaune. Ok, donc là Ça marchera forcément, hein. C'est juste, est-ce qu'on est capable de l'expliquer simplement? Je vais essayer de le faire avec ce test-là. Là, par exemple, je suis à 1, 4, 4. Bon, on sait que la réponse, c'est pas ça. La réponse, c'est 2, 4, 1. Mais je questionne l'ordinateur C, qui là va me dire, dans ce cas-là, mais c'est aussi correct. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne réponse. Mais là, ce qu'il me dit, c'est qu'en gros, la valeur jaune, eh ben, elle est bien supérieure à la bleue. Donc ça, déjà, je peux le garder. Et je sais que ma valeur jaune, c'est 4. Par contre, je sais que la valeur jaune est supérieure à la bleue, mais ça ne me dit pas que la bleue, c'est 1. Ça peut être 2, ça peut être 3. Mais je sais qu'elle est inférieure à bleue. Tu sais que c'est pas 4 ni 5. Tu sais que c'est pas 4 ni 5. Et ça, c'est un super indice déjà. Eh oui. C'est ça, en fait, le principe de Turing Machine, c'est en gros de questionner des ordinateurs sur des codes que vous fabriquez à chaque tour, et c'est à vous après de déterminer, en fonction de ce que vous ont répondu les ordinateurs, si vous dites que c'est bon, c'est que c'est bon. Mais est-ce que c'est bon pour la valeur et la couleur, ou est-ce que du coup la valeur, il faut peut-être encore la changer, parce que tel ordinateur dit que c'est bon, mais il n'a pas pris tous les paramètres en compte. J'espère que j'ai été assez clair dans cet exemple. C'était très bien comme explication, Alex. Je pense que ça a Tu sais été... que j'ai presque compris. Hein. Waouh. Donc si Alice a presque compris, c'est que normalement... J'ai compris le principe. Non pas qu'Alice soit bête, mais Alice et les chiffres, c'est toute une histoire. Il faut vraiment le voir comme un mastermind, c'est-à-dire que vous faites des essais, sauf que là, à l'inverse, vous n'avez pas un adversaire en face qui va vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien, c'est la bonne couleur et pas le bon emplacement, c'est juste la mécanique qui va vous dire si c'est bon, si vous êtes dans la bonne voie ou pas du tout. Et dès que vous avez tout le temps vert, en questionnant tous les ordinateurs si tout est vert, bah, c'est que vous avez le bon code, normalement. Le jeu, vous l'avez compris, s'adresse évidemment aux personnes qui ont un esprit mathématique, logique. Vous le sentez immédiatement. Si vous avez compris l'explication, si ça vous parle, si vous êtes curieux de ça, bah pour le coup, foncez. Vraiment foncez. Alors, il y a passé les premières parties où on fonctionne un petit peu à tâtons pour vraiment être sûr qu'on a bien compris les règles. Mais à nouveau, on fonctionne de manière empirique. Finalement, c'est vraiment dans la thématique autant que dans la mécanique. Ça va être un régal. Si effectivement... vous sentez que ça vous rebute un petit peu, allez plutôt sur un jeu narratif. Vous allez vous éclater. Comme par exemple, Black Sad, le jeu d'enquête de Nicolas Lozier. Qu'ai-je à vous dire, Black Sad sur le jeu d'enquête? Eh bien, pas grand-chose, puisque c'est un jeu d'enquête, donc forcément, tout est à l'intérieur de la boîte, tout est à découvrir. On va avoir une carte de New York, puisque les aventures de Black Sad se déroulent à New York dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez Black Sad. C'est un plus si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ça peut être un bon moyen de le découvrir. C'est une bande dessinée espagnole, si je dis pas de bêtises. Ah, j'espère que je dis pas de bêtises, sinon je vais me faire taper sur les doigts. C'est ce qu'on appelle du polar noir, en fait, hein, tout simplement. Et donc, eh bien, c'est un chat, puisque c'est un monde dans lequel les personnages sont des animaux anthropomorphes. Et ce gros chat noir, eh bien, c'est un privé, en fait. Hein, et donc, il va faire des enquêtes pour la police ou à son compte. Et donc, eh bien, on va retrouver une de ces enquêtes. Donc, vous êtes vraiment dans une ambiance très, très sombre, très, très polar noir à New York. Et après, il y a une ambiance totalement différente. Tout à fait. Avec des animaux néanmoins. Oui, on reviendra sur les animaux et sur du narratif juste après. Là, ce qui est arrivé, c'est chez Yellow, les animaux de Baker Street, un jeu de Dave Neal et de Clémentine Beauvais, illustré par Biboon. J'adore cet illustrateur. Il a notamment illustré Dice Forge et Time Bomb Evolution. Il fait un travail de fou, j'adore la boîte, elle est magnifique. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, parce que c'est un jeu d'enquête, c'est des parties d'environ 45 minutes, 1 heure, ça va dépendre des enquêtes, en général c'est progressif comme tout jeu d'enquête. Et c'est à partir de 10 ans. Et alors je vous montre un autre boîte qui est quand même magnifique. Alors je sais que tu veux te venger de moi de tout à l'heure de Halton Palace, mais s'il te plaît, merci baisse-le parce que sinon les gens ils vont se plaindre que ça fait ça. Dis-moi s'il y a des faux jours. Non c'est bon. Okay. Là en fait, dans ce jeu d'enquête, ce qui est très très bien fichu, si vous avez déjà joué à Suspect, il y a un peu ce principe-là d'association de cartes avec des éléments qui vont se coordonner ou pas. Et en gros, ici, ce qui va être sympa, c'est qu'on va jouer à un groupe d'enquêteurs qui sont en fait des animaux. Et on va avoir différentes enquêtes, il y en a 7 à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Et à chaque fois, les enquêtes, il y a différentes pistes qu'on peut aller chercher. Et c'est en se déplaçant sur le plateau, en fait, sur les différents endroits, la maison, le jardin, le parc, etc., on va pouvoir enquêter sur différents lieux pour avoir un maximum d'indices. Ce qui est super bien fichu pour cet aspect un peu narratif, un petit peu jeu de rôle, c'est que chaque personnage a ses petites capacités. La petite souris, elle a des lunettes, donc elle voit super bien. La grenouille, elle est hyper charismatique. Et l'araignée, elle est juste pour faire peur. Elle est juste là pour faire peur à Alice. Chacun de ces personnages, par exemple, va avoir une compétence particulière. Et donc forcément, si je vais dans un lieu, mettons je vais au parc, et puis là il y a le hibou qui me fait moi j'ai vu un petit serpent qui partait avec un objet brillant. Et du coup, si j'ai envie de parler avec la chouette, j'ai dit un hibou, c'est pas grave. Si j'ai envie de parler avec la chouette pour avoir plus d'indices, il faut que je prenne le personnage qui a le plus de compétences en charisme. Et donc je sais, puisque j'ai lu le background de chaque personnage avant, que c'est la grenouille qui a le plus de charisme. Donc je vais retourner mon personnage. Vous verrez ici qu'il y a des bouts en fait de loop, et donc vous allez le connecter, c'est très bien écrit ici,
vous allez connecter votre image avec le personnage avec qui vous interagissez, et ça vous donner des éléments. Soit du coup, c'est cassé, et du coup ce n'est pas la bonne réponse, soit du coup ça match complètement, et dans ce cas-là c'est une bonne réponse, et ça va vous donner de plus en plus d'indices. Donc c'est un fonctionnement très efficace. Vous allez avoir à chaque fois différentes enquêtes. La mécanique est extrêmement simple, mais après, évidemment, les enquêtes vont se complexifier comme tout jeu d'enquête. Voilà. Donc ça, je trouve le matos. On y avait joué notamment avec Alice à Cannes. Ouais. On y avait joué à Cannes, on avait fait le premier scénario. Ouais, c'était grave cool. C'était super bien fichu, et c'était pas forcément déjà très évident. Par contre, j'ai pas joué l'araignée. Jeu familial avec une méga tarentule, expliquez-moi. Elle est quand même mignonne, cette petite. Elle est choupie. Pardon. Elle est vraiment choupie. On remercie Biboun quand même d'avoir fait une tarentule mignonne. Oui, alors j'aime beaucoup Biboun, mais quand même là. Allez, là, là. Ah, mais moi je voulais rester avec les animaux. Bon, c'est pas grave, on fait une petite coupure. Star Wars. Chewie, passe en vitesse lumière. Merci, je l'attendais. Ici, pas de Chewie. Enfin, si, mais pas là. C'est Clone Wars. Donc on est sur du. Quoi, pas de Chewie? Il n'y a pas de Chewie. On dirait le patchouli. Oui, à l'époque c'était Chic Tabac. Ici, on a reçu du coup le Pandemic Star Wars, donc vous voyez ici, c'est marqué Pandemic System. On va être dans un Pandemic qui s'éloigne très loin du Pandemic classique, puisqu'il va plus s'inspirer d'ailleurs du Warcraft, qui était déjà assez loin du Pandemic System. Voilà, c'est celui-ci, qui est vraiment très cool. Si vous voulez choisir un Pandemic, vous prenez soit la chute de Rome, soit Warcraft, ils sont géniaux. Et Cthulhu. Ça change, voilà. Oui, Cthulhu, il est plus difficile, mais les mécaniques de Warcraft sont ouf. Et là, on va retrouver un peu ce système-là, ça va s'éloigner un peu, déjà parce que, ici, on a une map qui est complètement différente. On va avoir notamment, non pas des maladies qui vont se propager, mais en fait des robots séparatistes, en gros, parce que là ça va être Clone Wars. Et on va avoir à chaque fois un méchant, donc il y en a plusieurs, ils ont gardé les meilleurs, Ventress, Darth Maul, Dooku, Grievous, que les meilleurs. Les Jedi, bon... Il y a Obibi, non? Ouais, mais Windu il est cool, après le reste, bon, c'est pas... Il y a Windu ou pas? Ouais, il y a Mace Windu. Ah. Oui, et il y a Anakin. Il y a Anakin, super. C'est qui ça déjà? Je me rappelle plus qui c'est dans l'histoire. L'idée ici, dans le Pandemic System, c'est qu'ici dans Star Wars, vous allez devoir en fait réaliser des missions. Les différentes missions vont se faire sur différentes planètes. Il va falloir essayer en même temps de repousser l'invasion des robots séparatistes. Le système va être quasiment le même, si ce n'est que là, pour réussir la mission, il faut repousser en fait les projets de l'ennemi qui sont représentés par des missions en fait que vous allez essayer de... en fait, un peu comme les rebelles, ils essaient toujours de tout casser, alors que le gentil empire essaye de construire un système tout à fait viable. Et évidemment, les rebelles, ils viennent tout casser. Là, c'est un peu le même système. Vous allez essayer de tout casser en réalisant les missions. Oui, j'adore l'Empire, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pour Clone Wars, Star Wars. Donc, si vous aimez le Pandemic, mais vous dites, j'aimerais bien un petit truc qui renouvelle un peu le Pandemic, là, déjà, il y a cette thématique qui est géniale. Et en plus, à chaque fois, ils apportent des mécaniques qui sont toujours en corrélation et qui sont toujours très intéressantes dans le gameplay. C'est pas juste une thématique qu'on rajoute. Maintenant, on peut passer aux animaux mignons. Maintenant, on passe aux animaux mignons. Je suis content parce qu'en fait, j'ai chopé des informations très récemment. Et au début, je me suis dit, bon, c'est encore un jeu, donc Familiar Tale, pardon. Familiar Tale, c'est un jeu de Jerry Hawthorne. Un jeu narratif d'aventure pour 2 à 4 joueurs, si je dis pas de bêtises. Ça peut se jouer à 1, mais je ne pense pas. Et aussi, 1 à 4 joueurs, voilà. Et ici, c'est toute la gamme en fait qu'on retrouve. On retrouve évidemment ici le livre-jeu. Et là, ce qui m'a fait vraiment un petit peu vibrer, entre guillemets, sur les infos que j'ai eues, c'est qu'il va y avoir vraiment un côté de progression dans le jeu. Parce que le pitch, c'est que déjà on joue des espèces de petits esprits, des petits animaux, une espèce de petits golems, de petits renards, de petits oiseaux. Je joue le renard. D'accord. Qui sont en fait 4 espèces d'animaux sacrés qui habitent avec une sorte de mage, un petit peu comme Merlin en fait, dans une cabane. Et puis à un moment, ça frappe à la porte. Et il y a une dame qui arrive avec un enfant en disant « Mais protégez mon enfant, je dois partir, il faut protéger mon enfant. » Ok, mes 4 esprits vont gérer sur lui, dit le magicien. Et donc du coup, nous 4 esprits, on va gérer sur l'enfant. Donc ça veut dire que quand on va devoir s'occuper de l'enfant, on va du coup essayer de récupérer des ressources. Ces ressources-là, ça peut être de la nourriture, du bois pour se chauffer, mais aussi par exemple des couches, parce que le bébé, malheureusement, il y a des accidents et il faut s'en occuper. Je rentre pas trop dans le détail, mais cet aspect narratif est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vivre des aventures, vous aurez des choix à faire évidemment, dans chaque aventure ça se passe comme ça, des objets à looter, vous aurez la personnalisation de personnages à chaque fois. Mais ce qui est très cool, c'est qu'il y a cet aspect qu'on va retrouver dans Gloomhaven, c'est qu'il y a à la fin d'un scénario un choix à faire, et du coup en fonction des villes sur lesquelles vous allez, et des choix que vous allez faire, que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions, ça va aussi impacter sur, on va dire, l'évolution du bébé que vous essayez de protéger. Et du coup, en fonction des bonnes et des mauvaises actions, quand elle va grandir, cette princesse qui va venir essayer de récupérer son trône, il va y avoir des décisions qui vont changer un petit peu son état d'esprit. Et ça, pour le coup, ça donne un aspect narratif très intéressant.
C'est soutenu par une application qui est très très bien travaillée avec une voix off, un petit peu à la Hyrule aussi, qui va vous guider un petit peu dans vos narrations. Et vous aurez notamment un système de tour de jeu, de combat, de résolution. Enfin, une fois de plus, on tombe sur des jeux qui sont pas très compliqués parce que c'est des jeux à partir de 8-10 ans, avec un aspect narratif fort. Petite édition limitée spéciale dans laquelle on va retrouver une espèce de petit marché dans lequel on mettra des ressources, en plus qui fait toujours très plaisir. Ok, bon, je l'achète. Ouais, au niveau du matos, c'est plutôt très cool. Voilà, tout jeu narratif comme ça, on adore ce genre de système. C'est vraiment à chaque fois ce genre de boîte qui sort, on se dit encore un livre d'aventure, et à chaque fois ils arrivent à se renouveler, et à chaque fois ça arrive de plus en plus abouti au fur et à mesure des boîtes qui sortent. Voilà, donc j'espère que Fairy Familiar Tales, ça vous parle, et que vous allez foncer dessus pour Noël, ça a l'air très cool. Moi je me suis déjà chauffé tout seul. Mais de fou. Recoucou, voici le comptoir. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le comptoir? Derrière le comptoir. Alors, Ça, c'est une intro. ça, c'est quand il est tard et qu'on n'a pas d'inspi. Voici Unstable Unicorn. Vous connaissez parce que maintenant ils sont en train de nous noyer d'extensions qui étaient Tant déjà mieux. là aux États-Unis Je depuis dis très tant mieux. longtemps. Et là, l'éditeur il fait la traduction. Et ben voilà, la troisième extension, c'est c'est quoi? C'est licorne de légende. Oui. Voilà. Et en fait, dedans, vous allez trouver plein de licornes guerrières, magiciennes, plein de trucs comme ça pour juste des nouvelles cartes avec des nouveaux effets pour créer votre armée de licornes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, du Pokémon. Hop, attendez, il y en a plein. Hop. Donc Pokémon Go, ok. Attends, il m'en manque là, c'est pas bien là. Hop. Quoi, ça? Voilà, regarde, il y a du Magikarp. Ça je connais, ça. Voilà, ça c'est ma génération, on dit la vieille. Ronflex, il y a Magikarp, Pikachu. Il y a le Tripack. Et normalement, Oh, Sulfura Elector Articodin. il y a ça aussi. Mon assistant Alexandra ne m'a pas tout sorti tout à l'heure. Voilà, j'ai ça aussi. Ah, là, je connais plus personne. Hein. Viridium. Dégueulasse. Et Simiabraz. Un Goléon. Yeah. Mais si, c'est la 27e génération. Ah Il bon évolue en Chaisax. C'est une chaise, mi-pingouin. Pardon. Bon voilà, du Pokémon partout. Ah, des trucs de vieux, des puzzles. Attendez, il faut que je fasse le... Voilà. Toute une gamme de puzzles. Alors là, il n'y en a que 3 parce qu'on en a bien plus. Alexandra, mon assistante, si tu veux m'en amener plus pour le plaisir des yeux. C'est que des villes avec ce petit style rétro d'affiches. Voilà. Donc ici, Barcelone, Amsterdam, Paris-Montmartre. Merci Alexandra. Rome, Bruxelles. Oui, je vais tous les faire. Berlin, Madrid. Et c'est bon. Voilà. Ils sont vraiment jolis. Oui, ils sont très mignons. Ah, super assistante qui Paris, avait donc il y a oublié. 2 Paris. Oui, il y a Montmartre et Paris. Paris, ma belle. Je vous cache pas que le petit Montmartre est quand même bien plus joli. Ouais, C'est il une est plus question joli. De goût, c'est très subjectif. C'est fabriqué en France. Ah oui, Faut merci. le dire. Merci de la précision. important. Voici et puzzle, vous dites oh là là, c'est pas marrant les puzzles. Si, c'est très marrant, mais surtout il y en a d'autres. Ah. De la gamme Yellow, vous vous souvenez, il y avait des Yellow, des puzzles Yellow. Voilà, Yellow s'était mis au puzzle. Et bien, 3 nouveaux d'une nouvelle. À l'envers, lui. Oh, il y a tellement de détails qu'on ne voyait pas. 3 nouveaux. Donc si celui-ci c'est illustré par Sébastien Ferraud, celui-ci par Pal Possac et celui-ci par Nathan Hackett. Peut-être que ça vous dit quelque chose celui-là. Je ne sais pas. Complètement. Ah, voyons voir. Last Message. Eh oui, c'est le jeu de société d'ambiance Last Message. Celui-ci s'appelle Chemins obscurs et là c'est The End. C'est clairement mon préféré. Ouais, je le trouve beaucoup trop cool. Parce qu'il y a un œuf chelou qui flotte, c'est ça? Ouais, il y a plein de trucs chelous. Ah ouais. On dirait un petit peu du Jérôme Bosch, mais moderne. C'est trop bien. Voilà, moi mon favori c'est lui parce qu'il est bleu et Ouais, qu'il est beau. très très beau aussi. Voilà, avec des belles cités. Donc des nouveaux puzzles, pas du tout la même ambiance que les autres. Il y en avait, c'était des twists, c'est-à-dire que vous faisiez le puzzle et qu'en fait vous
découvriez que c'était pas exactement le même puzzle, ça se passait quelques instants après l'illustration modèle. Il y en avait d'autres, enfin la première gamme c'était surtout des beaux paysages avec des aplats de couleurs, donc assez dur à faire. Et là vous avez totalement l'inverse, plein de petits détails partout, donc techniquement plus facile à faire que les magnifiques mais avec beaucoup d'aplats de couleurs. Voilà. Ensuite, une autre extension, parce que j'ai fait une extension tout à l'heure et je la fais maintenant, c'est dans le désordre. L'extension de Nidavellir, la deuxième extension existante à ce jour, c'est Idavol. Dans Idavol, vous allez rencontrer des créatures mythologiques des mythes scandinaves. Voilà. Vous aurez Odin, Freya, des géants, des valkyries. Anubis. Carrément, il est parti en vacances dans le Nord à un moment, il était là par hasard, il s'est fait embaucher dans la deuxième taverne. Voilà, dans la deuxième taverne, vous pourrez avoir accès à ces créatures et vous aurez un tour de plus pour essayer de gratter la victoire. Voilà, chacun a évidemment ses propres pouvoirs. Les Valkyries vont maxer une certaine catégorie de vos nains. Les géants, ils kidnappent les nains. C'est pas nouveau ça. Hein. Ouais, oui, bon. Mais ça c'est drôle. Voilà, vous aurez un tour de plus, c'est ça surtout le grand twist. Et le petit retour en stock, réédition, tout ça. Le jeu auquel le monsieur Bruno Catala, qui est l'auteur de ce jeu, joue le plus. Joue le plus, oui, tout à fait. La phrase a eu du mal à monter à mon cerveau. Mais tout à fait, voilà. Monsieur Catala, sa réédition du fameux jeu qu'on nous demande très souvent. Et maintenant, on va se retrouver derrière, pour le focus de Drone versus Goéland. C'est ça, ou Goéland versus Drone. Drone versus Goéland. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Drone et Goéland, Drone versus Goéland. Ouais. Je suis en compagnie de Léo Blandin qui est l'un des auteurs du jeu. Salut Léo. Salut à tous. Et qui va nous parler du jeu. Ouais, carrément. Bah déjà, on va peut-être faire l'explication de règles. Yes, et après, on redonnera peut-être des petites anecdotes sympas. Alors, Drone versus Goéland, c'est un jeu à 2 joueurs qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et le but du jeu, ça va être de réussir à avoir tous les jetons, puisqu'on a des jetons de poker qui sont recto verso, sur sa couleur. Donc bleu pour les goélands et rouge pour les drones. Pour ce faire, on va avoir des cartes de valeur qui vont de 1 à 5 et on a exactement les mêmes cartes en main. À notre tour de jeu, donc le joueur qui commence, donc là ça serait le joueur rouge puisqu'il y a 3 jetons rouges qui commencent. Okay. Le joueur actif va prendre une de ces cartes au choix et la placer devant un des jetons. Si je me place devant un jeton qui est de ma couleur, je garde le jeton et il ne se passe rien, parce que ça m'appartient. À savoir que les valeurs s'additionnent. Si j'ai un 1 et qu'au tour suivant, je mets un 5, j'ai 6, etc., etc. Si par contre, je vais devant un jeton qui n'est pas de ma couleur et que je suis plus fort que mon adversaire, je retourne le jeton et je le mets sur ma couleur. Et uniquement quand je fais ça pendant mon tour, j'active le pouvoir du jeton. À savoir que chaque jeton a des pouvoirs qui lui sont propres. Il y a plein d'autres jetons qui existent. Il y en a plein. Voilà, ce qui donne pas mal de pouvoirs différents. Et après, ça va me faire des combos, parce que des fois, il y a un jeton qui va me faire déplacer une de mes cartes, ou piquer une carte de l'adversaire. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce qu'il y a un effet cascade. Et souvent, on est en mode j'attends le bon moment, puis après, une fois que j'ai compris, tiens, si je fais ça, ça me fait ça, ça me fait ça, là, je vais retourner tous les jetons d'un coup, et puis je vais gagner la manche. Voilà. Alors après, on a des petits pouvoirs. On en profite pour montrer un petit peu les illustrations. Je pense que tous les petits pouvoirs, c'est sympa de les découvir. On va peut-être pas rentrer en détail. Oui, on va pas rentrer dans les détails des règles, mais en gros, ça va être supprimer des cartes, décaler des cartes. On peut faire une mini explication directe. Par exemple, si là c'était le joueur Goéland qui commence, qui joue, le joueur Goéland il pourrait se dire tiens, je vais venir ici. Donc ici, ça dit tiens, déplacer une de ces cartes où on veut. Donc je pourrais déplacer cette carte là. Venir là, 3 est plus fort que 1, donc je gagne ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est je peux prendre n'importe quelle carte de mon adversaire et la mettre chez moi. Et je pourrais dire, tiens, je vais prendre cette carte-là. Et donc 5 maintenant m'appartient. Donc je vais pouvoir faire ce pouvoir qui dit, tiens, je vais détruire une de tes cartes. Combo que moi, je n'avais pas du tout vu, mais que toi, tu as identifié de suite. Forcément, l'auteur du jeu. C'est beaucoup plus facile. Le fameux effet cascade. Et ça peut être très violent. Donc on a fait une petite partie avant de commencer la vidéo. J'ai perdu. Mais alors... d'une puissance incroyable au bout de 3 tours, je pense. T'as bien géré son niveau de la défense. Il est poli, il est trop poli. Ouais. Parce qu'il y a évidemment cet effet cascade, et il faut le réfléchir en amont parce que vous pouvez tout à fait tomber dans des pièges tendus par votre adversaire. Il attend que vous jouiez là pour qu'il puisse jouer là et faire ça, et poum, la partie peut aller très très vite. Ou je pense qu'avec des joueurs qui défendent vraiment beaucoup, ça peut durer un peu plus longtemps, et peut y avoir de la tension.
Exactement. Et puis le fait qu'il y ait 2 manches gagnantes, généralement la première manche, on Bien se sûr. fait défoncer. Ouais. C'est à peu près ça. Je Et confirme. après on fait, ok j'ai compris, ouais en faisant ça, ça va me permettre d'aller activer ce pouvoir là, qui va me permettre de faire ce combo, c'est plutôt rigolo. Donc c'est un jeu qui va sortir Le 4 novembre. le 4 novembre. Il y a une petite histoire derrière ce jeu, parce que Drone versus Goéland, vous l'avez Ouais. pas sorti de votre chapeau, enfin si Non. presque, mais il y a une histoire. Ouais. Du coup, c'est un jeu que j'ai fait avec Delphine, qui est une amie, et on l'a fait pour faire un cadeau en commun à un autre pote. Et en fait, ce pote, à chaque fois qu'il passait nous voir, qu'on prenait une bière ensemble, c'était tout le temps, ouais, moi aussi, je vais faire un jeu de société, les drones contre les goélands. Parce qu'il avait lu un article qui lui avait plu, et puis bah, c'était le running gag. Ça durait quand même au moins 1 an. Hein. Et donc un C'est jour, le meilleur running gag. un jour, il passe sa thèse, et c'était quasiment à Noël, et puis on s'est dit, non, on va lui faire son jeu. Ça fait 1 an qu'il nous bassine dessus. Allez, on lui fait son petit jeu et on l'a créé comme ça. Et après coup, bah, le jeu était quand même plutôt cool. Donc je me suis dit, bah, ouais, là on va pas faire que pour le copain, je vais aussi l'éditer après bah, pour tous les joueurs, pour que vous aussi vous passiez un bon moment. C'était une bonne idée, je pense. Je pense aussi. Et donc le petit article des Inrock, on peut Et le il est trouver écrit. sur la boîte, Ouais. il y a la petite anecdote et tout, donc on peut aller le consulter. Moi, dès qu'on finit la vidéo, je vais aller le lire, hein. Je suis beaucoup trop curieux. Donc c'est un drone qui s'est fait attaquer par un goéland, un drone de flic même. Il s'est fait attaquer par les goélands à Paris. Et voilà, et ça fait des jeux de société. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Bah, merci. Moi, j'ai adoré ce jeu, on est sur un petit jeu de duel facile à prendre en main, avec énormément de profondeur stratégique. Autant vous dire que dans le rayon de joueurs, vous allez le trouver courant novembre. Eh bien, merci à nouveau d'être passé. Ouais. Et puis peut-être dernière chose, c'est quand même plutôt bien illustré par Romain Lubière, Je confirme, je qui est confirme. un illustrateur jeunesse, qui a jamais fait de jeux de société, D'accord. qui fait des livres pour enfants. Donc Et, on peut aller ouais. voir son travail sur internet, voir un Ouais. petit peu ce qu'il fait d'autre. Et c'est vrai que c'est magnifiquement illustré. Les goélands, là, les tout petits goélands, ils sont trop mignons. Le gros goéland, il est majestueux. Et moi, j'adore la tête des drones, ils ont l'air super méchants. Eh ben merci, c'était trop cool. Merci à toi. Et bah, quant à moi, je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Allez, bye.